trésor que l'État achète et bien sûr l'État l'achète en payant des intérêts. Donc en fait les intérêts sont payés par la totalité de la population, ça représente à peu près, donc c'était la question de tout à l'heure, ça représente à peu près 40 milliards d'euros par an d'intérêts. C'est considérable, hein, c'est 250 Airbus à 350 quand même. C'est 3 porte-avions nucléaires, rien que les intérêts. Et donc l'État est obligé d'emprunter sur le marché financier, paye des intérêts, et comme l'État ne veut pas augmenter les impôts, outre mesure, eh bien, tous les ans, il s'endette un petit peu plus, pour arriver donc maintenant à 1200 milliards de dettes. Et alors, cet intérêt que paye l'État, il va dans la poche de qui Alors, ces intérêts que paye l'État, pour 60%, il va dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française, mais il faut savoir aussi qu'il y a des Français qui détiennent de la dette de l'étranger, donc, mais en ce qui concerne la dette de l'État français, 60% dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française, et 40% dans la poche de Français, qui sont des compagnies d'assurance, des banques, des OPCVM, etc., des particuliers, bon, mais en gros, 40%. Donc c'est en fait une espèce de gigantesque pompe qui pompe la richesse de tous les citoyens et qui la verse à ceux qui ont déjà l'argent, en fait, ou qui le créent à partir de rien. Absolument, et c'est quand on entend certains de nos hommes politiques dire oh là là, chaque petit Français qui naît, pauvre petit garçon, pauvre petite fille, pauvre petit nourrisson, né avec une affreuse dette de 18 000 euros, il faut penser qu'il y en a d'autres qui naissent bien sûr avec les intérêts de cette dette et le capital de cette dette qu'ils ont prêté, et donc ils naissent non pas avec une dette de 18 000 euros, mais avec un avoir de on sait pas. Bien plus large, ouais. Bien plus donc large. De présenter en fait l'État comme un ménage en disant qu'il n'y a plus d'argent, qu'on peut plus rien faire, c'est complètement malhonnête. Ah, c'est une erreur enfin c'est pas une erreur fondamentale, parce que je pense que ceux qui le présentent savent très bien ce qu'ils disent. Oui, quand même. Mais alors s'ils le savent pas, c'est encore plus tragique. Oui. Dans un cas comme dans l'autre. Disons que dans au cas où ils le savent, c'est vraiment essayer de culpabiliser les gens. On peut pas comparer un État à un ménage. Tout simplement parce que d'abord, un ménage fait une comptabilité dépenses-recettes. Un État, il fait pas seulement une comptabilité dépenses-recettes, il a aussi, comme une entreprise, une comptabilité de capital. Voilà, il y a le bilan. Il y a un bilan. Il y a un patrimoine. Il y a un patrimoine. Le patrimoine de l'État français, c'est à peu près, si on le prend par enfant, c'est à peu près 29 000 euros. Donc ça veut dire que chaque enfant qui naît, alors effectivement doit 18 000 euros, mais il a quand même un petit morceau de patrimoine dont il est propriétaire de 11 000 euros supplémentaires quand il a payé ses 18 000. Puis la France en elle-même, elle vaut disons en gros 180 000 euros par habitant. La valeur de la France, c'est 11 000 milliards d'euros. Et encore, dans ces 11 000 milliards d'euros, on ne compte pas quelle est la valeur du Mont Blanc, quelle est la valeur du Mont Saint-Michel, quelle est la valeur de la Tour Eiffel. Enfin, on peut faire une valeur comptable, mais quelle est la valeur, quel est le fonds de commerce de la Côte d'Azur. C'est considérable, bien sûr. Dans les 11 000 milliards d'euros, on ne compte que ce qui est comptabilisable. Alors donc, on ne peut pas comparer un ménage à un État, d'abord pour ces raisons comptables. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'un État est immortel, entre guillemets, alors qu'un ménage ne l'est pas. Et la troisième grosse raison, c'est qu'un État peut décider, non pas d'emprunter, mais d'augmenter les impôts. Un ménage ne peut pas choisir ses recettes, ne peut pas choisir ses revenus, ou dans des cas extrêmement particuliers, alors que l'État peut choisir ses revenus. S'il décide d'emprunter, c'est parce qu'il a décidé d'emprunter. Il pouvait à la place augmenter les impôts. Mais le problème n'est pas tellement qu'ils décident d'emprunter, c'est qu'ils doivent payer des intérêts à des entités qui sont en fait des rentiers ou des capitalistes, on peut pas appeler ça autrement. Ouais. Et puis on pourrait ajouter encore une différence, c'est que normalement l'État est en droit d'émettre la monnaie dont il a besoin. Alors l'État n'est plus en droit d'émettre la monnaie, mais devrait. Devrait, bien évidemment, c'est un droit régalien. Ça devrait être un droit régalien. Il n'y a aucune raison que l'État doive payer des intérêts à l'extérieur, alors qu'il pourrait très bien payer des intérêts à sa banque centrale, ou même à la Banque centrale européenne, qui les redistribuerait à tous les États de la zone euro. Et oui. Donc on peut parler d'un réel hold-up sur la monnaie, en fait, depuis ces années 70. Alors oui, c'est considérable, parce que un petit calcul simple permet de voir que dans la zone euro, c'est 300 milliards d'intérêts annuels
300 milliards d'intérêts annuels dans la zone euro qui vont dans les poches des banques privées. Ça a été encore coulé dans le bronze avec Maastricht, avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, on retrouve les mêmes, c'est encore pire, mêmes parce articles. Que les États n'ont pas le droit d'emprunter à la Banque Centrale Européenne. Ils n'ont pas le droit d'emprunter à la Banque Centrale Européenne. Ils n'ont pas le droit de donner ne serait-ce que des conseils à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne n'a qu'un seul mandat, c'est l'inflation. De toute façon, elle n'y arrive pas, on le voit, tout simplement parce qu'elle n'a pas le pouvoir de la quantité de monnaie émise. Elle n'a que le pouvoir de déterminer un taux de refinancement, c'est le refinancement entre les banques commerciales. Mais elle n'a pas le pouvoir de décider de la quantité de monnaie émise. Alors elle a beau jouer sur les taux, ou mal jouer d'ailleurs, comme elle le fait peut-être actuellement, ce sont des choix politiques, mais bon, si elle le joue mal, de toute façon, elle marche sur une jambe. Elle n'a pas ces deux jambes. La deuxième jambe, ça serait de pouvoir choisir la quantité de monnaie en circulation. Or, juste un petit détail, quand la Banque Centrale Européenne a lancé l'euro, c'était en 2002, il était prévu une augmentation de la masse monétaire de 4,5% par an, qui correspondait à 2,5% de croissance et 2% d'inflation. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 6 ans maintenant, la pente de création monétaire est de plus de 10% par an. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, pendant, disons, ces années précédentes, beaucoup d'inflation sur le coût de la vie, encore que il y a des problèmes de calcul, on pourrait rentrer là-dedans, mais il y a eu beaucoup d'inflation par les actifs. La preuve, c'est que plus personne peut se loger. Si on était, les gens qui n'étaient pas propriétaires avant 2000 peuvent quasiment plus se loger. Donc dans votre livre avec Philippe de Ruder, vous mettez vraiment ces choses à plat, vous donnez des schémas avec l'évolution au fil des années. Et par exemple, si l'État avait émis sa propre monnaie en continuant dans les années 70, on en serait à combien de dettes aujourd'hui? On serait à zéro de dette. On serait totalement à zéro de dette. On ne devrait rien à personne. C'est quand même incroyable cette situation dans laquelle on est. Absolument. C'est complètement étonnant. Alors on essaye aussi, dans la fin du livre, de donner quelques pistes d'évolution possibles. Mais ce sont des choix politiques sur lesquels on n'a pas beaucoup de pouvoir, bien évidemment. Il y a quand même quelques pistes de monnaie alternatives. Absolument, qui peuvent rester en local, qui peuvent faciliter la vie des gens localement, mais qui malheureusement ne permettent pas de se sortir de ce problème de la dette. Problème de la dette payée par chacun de nos impôts, par des impôts, que ce soit des impôts indirects, des impôts directs, des taxes, voilà. Donc on continue à payer l'équivalent à peu près de 600 ou 700 euros par an, par Français, d'intérêt aux déjà plus riches, puisque ce sont eux qui peuvent prêter. Donc ce livre, c'est un petit livre qui est concis, que vraiment je recommande à tout le monde, qui est vraiment éclairant, et il fait suite à 2 autres livres que vous avez déjà publiés aux éditions Yves Michel. Oui, il y a le premier livre publié aux éditions Yves Michel, c'était Un regard citoyen sur l'économie, dans lequel on survolait un petit peu tout ça. Un deuxième livre qui était un peu particulier, qui est un modèle économique qui s'appelle Une alternative de société, l'écosociétalisme. Un autre livre que nous avons publié avec Philippe de Ruder en dehors d'Yves Michel. Et vous pouvez dire oui, c'est les 10 plus gros mensonges sur l'économie. Et donc, Yves, tu m'as demandé de bien vouloir approfondir 2 des mensonges, c'est-à-dire la création monétaire et la dette. Voilà. Et rendez-vous avec les lecteurs. Vous pouvez ajouter des commentaires sur le blog yvesmichel.org et je pense que ce petit livre aura une belle vie. Je l'espère. J'espère surtout qu'il fera comprendre aux lecteurs dans quelle impasse nous sommes mis actuellement. Avec cette émission monétaire. Avec cette émission monétaire. Eh bien, merci André Jacques et à très bientôt. À très bientôt.